à tous, bienvenue dans le studio des experts. Alors cette semaine, on va vous parler de coquelicots, de société civile, du belang, de chauffards, de pompiers et même de djihadistes. On va donc voir toute l'actualité de la semaine avec nos experts et deux invités politiques. Alors nos experts, tout d'abord Sylvie Leusberg, présidente du Conseil des femmes. Bonjour. Bonjour. Paul Grosjean, président du Conseil du Club Grand Place et de Lobby. Oui. Bonjour. Bonjour. Pauline de Glume, journaliste à l'Écho. Bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Et Hamza Belakbir, journaliste à la Revue Politique. Bonjour. Bonjour. Alors, Écolo a sorti un coquelicot de son chapeau à l'occasion de difficiles négociations minoritaires en Wallonie. Il faut associer la société civile à la construction d'un programme de gouvernement et à son exercice. Voilà ce qu'Écolo a demandé au PS qui a accepté. Une manière de se passer du MR, réaction de Sophie Wilmès. Tous les partis consultent la société civile pendant qu'ils font leur programme, pendant la législature. Un parti a aussi le droit, dans son quota, entre guillemets, de dire moi, je ne prends pas quelqu'un qui a été élu directement, je prends quelqu'un de la société civile. Et c'est important que ce soit assumé par un parti. Pourquoi ? Parce que quand vous prenez des décisions politiques, vous devez assumer politiquement ces décisions. Et donc moi, je suis plutôt d'avis de dire que cette consultation de la société civile, elle existe déjà. Et donc on peut la renforcer. Regardez ce qui s'est passé par exemple en Wallonie. On a renforcé la consultation de la société dans l'ensemble, pas seulement la société civile qu'on décide qui peut participer, dans l'ensemble pour l'écriture de décrets. Je ne vois pas pourquoi est-ce qu'on doit réinventer quelque chose en fait qui existe déjà. Alors Sylvie Leusberg, bonne idée écolo ou plutôt une idée qui était déjà dans l'air ? Mais je pense que d'une part, si c'est un pis-aller pour y aller à deux parties, et que c'est un peu la roue de secours, comme dit un éditorialiste bien connu, je pense que là, ce serait vraiment une fausse bonne idée. Maintenant, c'est sûr que la participation citoyenne est en difficulté dans notre pays. On manque vraiment de liens directs avec les exécutifs. Ça, je pense que même si on consulte la société civile, on n'écoute pas toujours les recommandations. Donc ce serait peut-être une idée d'associer aux négociations, ce qui se fait déjà en fait pour le moment, mais aussi peut-être d'associer dans une déclaration de politique générale des focus. On le voit pour le climat qui tout à coup est devenu un dossier incontournable. Nous, on plaide que les droits des femmes deviennent un dossier incontournable. Alors ça peut être un focus dans une déclaration de politique générale, mais ça peut être aussi un observatoire où qui sait, un ministre ou une ministre, alors en l'occurrence, qui peut ramener de l'expertise. Alors, toute la question, c'est la question de la responsabilité politique qui a été évoquée là, mais je pense que ça s'est déjà fait dans le passé. Ça ne peut pas poser de problème technique. Maintenant, c'est vraiment un choix politique. Paul Grosjean. Ce qui n'est pas clair, c'est de savoir est-ce qu'on parle d'individus ou d'organisations. Donc on pourrait dire, par exemple, Bruno Coleman devient ministre de l'économie à titre personnel et il vient à la société civile, donc c'est une ouverture à la société civile, mais ne présente que lui-même. Ou alors est-ce qu'on négocie avec des organisations ? Parce qu'à ce moment-là, ça devient un peu comme entre partis. Donc je ne sais pas moi, l'union des classes moyennes, c'est peut-être un mauvais exemple. Est-ce que si eux doivent rentrer dans le jeu, est-ce qu'il y a une vraie négociation sur un programme ou c'est juste un appui extérieur, mais ils ne sont pas au Parlement. Donc l'idée est séduisante, elle est généreuse, mais pratiquement elle me paraît bancale. Pauline de Glume. Mais Sylvie parlait du cas où c'est une roue de secours, et moi c'est bien là où ça me gêne, c'est que ce débat-là intervient dans un cas de figure où on n'a pas de majorité, ou en tout cas ils n'ont pas la majorité qu'ils veulent. Ça ne va pas, ça ne résout pas ce premier problème. Donc sans me prononcer sur le fait de nommer des ministres qui viennent de la société civile, comme ça s'est déjà fait dans d'autres partis, très bien, mais qu'ils en parlent à Bruxelles. Ils auront a priori deux postes, qu'ils le fassent là s'ils veulent vraiment le faire. Mais en parler en Wallonie pour masquer le fait qu'on n'a pas une majorité, ou peut-être comme élément de communication avant de devoir quand même aller après avec le MR, ça me gêne. Et on parle du deuxième parti, il faut tellement le contourner qu'on parle du MR comme si c'était, je sais pas, un parti d'extrême droite au point il faut trouver une solution, hop, société civile, tout ça. Je comprends pas ce message-là. Pour moi, on mêle vraiment deux choses. On peut réfléchir à la manière dont on fait participer la société civile, plus comment, en effet, est-ce que c'est des organisations. On peut avoir tout ce débat-là, mais pas dans ce contexte
trouvons d'abord une majorité, quoi. Aucun parti ne va de toute manière aller donner son vote au dépôt des ministres ou de la confiance au gouvernement dans ce contexte. Hamza Belekbir. Moi, je pense que je comprends clairement la position du PS et des écolos que de ne vouloir absolument pas s'allier au mouvement réformateur, notamment après l'épisode du fédéral, et notamment parce que le signal qui a été envoyé démocratiquement par les Wallons et aussi par les Bruxellois, c'est majoritairement un vote à gauche. Qu'on classe écolo à gauche ou pas, ça c'est un autre débat. Deuxièmement, pour cette question de société civile, je pense que des expériences de gouvernement minoritaire, ça existe, ça a déjà existé. C'est une pratique qui n'est pas scandaleuse jusqu'à ce que je sache. Mais le problème, c'est qu'elle vient comme une roue de secours parce que les négociations avec le PTP n'ont pas donné un succès tel qu'était espéré. Et dernièrement, je pense qu'il faut sortir, j'ai l'impression qu'il y a un focus un peu aberrant sur la forme que devrait prendre cette formation gouvernementale, alors qu'il faudrait parler du fond et sur quoi cette société civile va monter, sur des questions de programme. La question, c'est qu'il faut revenir au programme sur lequel on va monter une politique publique plutôt que une concentration un peu sur la forme. Eh bien, on va voir ce qu'en pensent nos deux invités politiques. Ils auront certainement leur mot à dire. Qu'ils nous rejoignent. Et avec nous pour cette édition des experts, Zoé Genot, députée bruxelloise écolo, bonjour. Bonjour. Et à ses côtés, un autre député bruxellois, Michael Vossart, de Défi. Bonjour à tous les deux. Alors Zoé Genot, on va commencer par vous, puisqu'on a parlé du coquelicot écologiste et wallon. Qu'est-ce que vous en pensez d'abord, et est-ce que vous trouvez que ce coquelicot doit se faire aussi à Bruxelles ? Mais donc en Wallonie, il y avait une situation un peu particulière, puisque les électeurs avaient envoyé une série de signaux, c'est on veut avancer vers une transition solidaire et écologique, on en a un peu marre des partis traditionnels, et pour toute une série, on va même plus voter tellement on n'y croit plus. Et c'est en voyant cela et en voyant la situation qui est totalement coincée en Wallonie, la situation est différente à Bruxelles. Parce que le message est le même à Bruxelles. Hein. Oui, tout à fait, mais la situation n'est pas coincée de la même manière. Et donc c'est en voyant ça qu'on s'est dit, voilà, il faut essayer de sortir du cadre, donner du temps et permettre d'avoir vraiment un document, un objet qui réponde à ces demandes des électeurs et qui soit largement porté à l'intérieur du Parlement comme à l'extérieur. Et à Bruxelles, la situation est assez différente, puisque à Bruxelles, je pense qu'on a eu les mêmes signaux des électeurs, mais ces signaux se sont incarnés avec suffisamment de députés pour permettre, je dirais, de travailler de manière plus classique. Est-ce que c'est pas un peu opportuniste, Zoé Genot, de se dire quand ça nous arrange pas, alors on fait appel à la société civile, et quand ça nous arrange, on leur demande même pas de venir. Non, je pense qu'on fait toujours appel à la société civile. Ces derniers mois, on a rencontré plus de 350 acteurs qui sont venus nous voir en nous disant voilà, il faut faire particulièrement attention à ceci, particulièrement attention à cela. Et là, de nouveau, je dirais, on est dans un second round. Mais c'est clair que on est dans une situation très particulière en Wallonie. On ne va pas s'en cacher. Je pense que s'il y avait eu une majorité pour porter ces projets parlementaires, eh bien, on travaillerait différemment. Donc si Défi avait fait plus de députés en Wallonie, parce qu'ils n'en ont fait que 0, eh bien, peut-être ça serait passé différemment. Alors, votre avis, Michael Vossart, par rapport à ce coquelicot ? Le coquelicot, c'est surtout une proposition qui porte plutôt pour la Wallonie. Et donc, vous l'avez quand même bien rappelé, c'est que nous n'avons pas la main en Wallonie puisque nous n'avons pas de représentants. Maintenant, votre attitude par rapport à ça. Je vais vous répondre. Je pense qu'inclure la société civile, j'ai entendu madame qui parlait des femmes, je pense que c'est clairement quelque chose qui doit être structurel. C'est intéressant d'avoir ce genre de débat entre politiques. Donc même si ça arrive aujourd'hui dans le cadre de négociations et qu'on peut dire, voilà, il n'y a pas de majorité parlementaire, parce que c'est ça qui doit à un moment arriver, même si on peut parler de gouvernements minoritaires qui ont déjà eu lieu en Europe, mais on a vu les résultats. Le résultat, c'est qu'il y a à un moment, soit des élections anticipées, des échecs, ça peut se terminer mal. Est-ce que ça pourrait mal se terminer ici en Belgique ? Je n'en sais rien. C'est juste des exemples en Europe. Maintenant, par rapport à cette question de la société civile, il faut d'abord savoir à qui on parle, de qui on parle. Donc, qui représente ces sociétés civiles ? Est-ce que ce n'est pas aussi les politiques ? Parce que ce n'est pas non plus le jeu de dire il y a les politiques et en face la société civile. La société civile peut faire la politique et en même temps on peut travailler ensemble. Alors, je vous donne 2 exemples qu'on peut porter et qu'on avait mis en avant dans le cadre ici du débat
avant les élections, et j'espère que ça pourra arriver au niveau notamment de Bruxelles, c'est de encore faire mieux participer la société civile. Les citoyens se mobilisent sur des thématiques très spécifiques, la question d'aménagement de quartier, la question de la qualité de l'air, toutes ces questions-là sont souvent reprises par des mobilisations de citoyens, des comités de quartier qui se constituent à un moment et qui vont faire en sorte qu'ils apportent un élément supplémentaire aux politiques pour prendre des décisions. Et donc, concrètement, c'est de permettre deux choses, d'avoir cette forme de panel citoyen au sein même du Parlement. On a commencé sous la précédente législature, j'espère pouvoir la poursuivre. Et un autre point, c'est de permettre de déposer des ordonnances, des propositions d'ordonnances de la part des citoyens. C'est des initiatives. Donc pour vous, ça suffit, il n'y a pas besoin de les inclure dans une formation de gouvernement. Et le processus de consultation de la société civile, je dis bien encore qui on doit consulter, il doit se faire dans le cadre ici des négociations. Et c'est déjà le cas puisqu'il y a eu différents représentants de différents secteurs qui ont été entendus. Oui. J'aimerais bien que Zoé Genoux réponde sur cette question de qui fait partie de cette société civile. Est-ce que ce ne sont que les associations qui ont le même avis qu'Écolo, ou bien est-ce qu'il peut y en avoir d'autres? Là, nous, ce qu'on dit, c'est qu'est-ce qui se passe? À l'heure actuelle, en Wallonie, il y a une majorité de citoyens qui ont voté pour dire plus de transition solidaire et plus de transition environnementale. Mais donc, il n'y a que ceux-là qu'on va entendre. C'est clairement, en grosse partie, sur ces axes-là, ainsi que sur l'axe de la démocratie et de l'éthique démocratique, qu'on veut pouvoir construire une assise plus large. Donc, ce seront eux qui seront entendus en priorité. Mais bien sûr, on continue à travailler avec tout le monde. Je veux dire, on ne va pas mettre de côté les partenaires. Je pense qu'en termes d'éthique, les femmes sont en première ligne donc pour pouvoir, et en matière sociale, qui sont les principales victimes de toutes les mesures antisociales qui ont été prises ces dernières années, ce sont les femmes. Je prends un exemple bruxellois. Si on veut plus de solidarité, c'est en grosse partie pour les femmes. Je sais que c'est en Wallonie, mais je vais prendre un exemple bruxellois. Qui on doit inviter pour parler du métro, par exemple? Est-ce que c'est Intérêt Environnement Bruxelles et Larro qui ne veut pas du métro Nord? Ou bien est-ce que c'est d'autres associations, ou Touring, ou je ne sais pas quoi, qui seraient plutôt pour? Mais donc là, par exemple, c'est amusant parce que justement, on discutait, et on se disait que sur le métro, c'était aussi les femmes qu'il fallait convoquer, parce qu'on a beaucoup travaillé ces derniers mois sur la question de comment les femmes sont dans l'espace public, consomment la mobilité et quels sont leurs points d'attention particuliers. Et on disait, dans les négociations, il faudra vraiment qu'on soit très attentif à cette lecture sur toutes les matières. Donc justement, c'est important. Mais donc, qui est-ce qu'on va convoquer? Mais je pense aussi bien les acteurs. Nous n'allons pas convoquer, je dirais, les gens qui sont pour moins de transports en commun, etc., puisque nous n'avons clairement pas été élus pour ça. Si d'autres ont été élus pour ça, ils peuvent convoquer, je dirais, le syndicat des voitures. C'est leur problème. Mais c'est clairement pas le mandat sur lequel nous avons été élus. Donc, nous allons convoquer les acteurs qui viennent avec une expertise particulière. Alors, oui, Sylvie Losberg. Oui, donc, pour moi, la question qui a été posée sur le programme, au fond, c'est peut-être par là qu'il faudrait commencer, se dire les deux acteurs autour de la table, qu'est-ce qu'il y a de commun dans leur programme? Et bon, pour repartir sur la question des droits des femmes, c'est commun à l'ADN d'Écolo et à l'ADN du Parti socialiste. Donc, par rapport à ça, je pense que si on arrive à mettre dans le focus là-dessus, on peut décliner alors une manière d'arriver à mettre ça comme un sujet qui est central. Parce que quand on parle de transversalité, c'est toujours un peu des femmes par-ci, un peu par-là, alors que c'est quand même la moitié de la population et ça a un impact sur l'ensemble de la population. Donc je pense que si on change de prisme, on peut arriver à le faire et ça peut se faire sur le climat ou sur d'autres priorités. Mais par exemple, le métro, oui, la mobilité, c'est une priorité, mais je pense que tu ne vas pas avoir un ministre du métro. Voilà, donc il faut un petit peu, je pense, prioriser aussi. La mobilité. Oui, ça oui. Mais... Hamza Belagbi. Voilà, sur la question du programme, vu que j'en ai parlé, il y a un exemple qui est assez concret pour le coup, c'est la coordination. C'est en fait un laboratoire de société civile composé de la JTB, de la CNE, du MOC, du CNCD, Médecins du Monde et autres associations, Vie Féminine entre autres. Et du coup, l'idée, c'était de construire une base concrète de mesures, donc qui sont limite même chiffrées, donc communes à ces associations. La société civile s'est organisée comme elle l'a jamais été auparavant, notamment suite à la législature au gouvernement fédéral, ce qui fait que là, pour le coup, il y a du concret sur lequel les négociateurs et négociatrices bruxellois et wallons
peuvent se baser. Ma question, c'est la question de la faisabilité. C'est-à-dire, est-ce qu'il y a un programme gouvernemental qui doit être négocié alors avec toutes les organisations de la société civile? Et en plus, d'après ce que je comprends, c'est décret par décret qu'on a chaque fois négocié avec des associations ou des organisations. Mais ça va devenir ingérable. Mais donc là, la première phase, c'est quoi? C'est d'abord de se mettre d'accord sur une proposition d'un projet pour la Wallonie, en se basant sur le travail qui a été fait par les ONG, en se basant sur les rencontres, que PS et Écolo puissent dire, mais voilà, parlementaires wallons de toute obédience, on vous propose ce projet-là. Et est-ce que vous êtes capable et vous êtes volontaire pour le soutenir, en sachant... Est-ce qu'il y a vraiment, avec la plateforme, est-ce qu'il y a une négociation? Est-ce que la plateforme peut dire, il faut faire ceci, ou elle doit juste accepter le programme du gouvernement? Vendredi soir, ce qui est soumis aux militants écolos, c'est clairement cela. C'est de dire, permettez-nous d'aller discuter avec le Parti socialiste et avec la société civile pour aboutir à un texte qui sera proposé à l'ensemble des députés. Et puis, on rediscutera avec les militants en fonction des réactions qui auront été faites à ce texte. Je laisse le mot de la conclusion sur ce dossier-là à Michael Vossard. Il n'est pas concerné par la Wallonie, mais sur ce rôle de cette société civile, parce qu'on dit la société civile. Mais j'ai bien entendu qu'on parlait de une société civile, en tout cas qui réunit pas mal d'ONG. Qui réunit quand même énormément. Mais pas toute la société civile. Donc je crois qu'il faudrait être précis dans les termes. Michael Vossard. Je pense qu'il y a un désir des citoyens de plus participer à la vie politique. Il faut l'entendre. Et c'est comme ça que, par exemple, à Bruxelles, on doit continuer. On a des échevins de la participation qui ont été mis en place ici sous cette législature. Donc je pense qu'il faut aller dans ce sens. Maintenant, c'est clair qu'on doit pouvoir consulter au mieux selon les thématiques spécifiques, parce que sinon ça deviendra trop large et la cacophonie peut-être. Donc il faut aussi, et pas négliger, c'est la notion de responsabilité. Nous sommes élus, nous avons une responsabilité en tant que représentants ici des citoyens. Alors on s'attendait à un Belang Show, c'était jeudi lors de l'installation de la Chambre. Il n'y en a pas eu, grâce à l'habilité sans doute de Patrick De Waal. Reportage David Courrier et Thierry Duboquet. Ils s'y étaient préparés, les députés, certains discrètement par le port d'un badge antifasciste, d'autres moins, comme le groupe Écolo, qui avait prévu de porter des t-shirts anti-haine. La pointe de discorde, la voici. Dries van Langenhoven, député Vlaams-Belang, récemment inculpé pour racisme et négationnisme, mais aussi un des deux plus jeunes députés de cette assemblée, ce qui, selon la tradition, l'autorise à monter à la tribune aux côtés du président pour la prestation de serment. Mais face à l'opposition de nombreux députés, le président temporaire Patrick De Waal a trouvé une subtilité. Le règlement dit qu'une fois élu, le président monte au perchoir, comme on dit. Mais pour le moment, on doit pour prêter serment. Donc tous les 150 membres pour moi sont égaux. Alors j'ai réfléchi, j'ai dit je reste à ma place. Pas de perchoir et donc pas d'élu Vlaams-Belang devant qui prêter serment. Les autres députés sont satisfaits. Le fait, à un moment donné, d'avoir dû imaginer prêter serment devant un représentant du Belang, là c'était problématique, mais le président De Waal a subtilement trouvé une sortie par le haut pour tout le monde. Et il a trouvé une solution qui est à la fois ingénieuse, respecte le règlement, et complètement dans l'esprit de ce rôle particulier consistant à dire « je ne suis président que protocolairement, il n'y a pas de bureau et donc je vais présider depuis ma place aujourd'hui ». Nous, en tant que démocrates, voir ainsi au perchoir une personne inculpée pour racisme et négationnisme, ça ne nous plaisait pas, je l'ai dit. Ça montre bien que notre institution parlementaire est forte et qu'elle est plus forte que les extrémistes. C'est pourquoi il ne fallait pas avoir peur aujourd'hui de venir, de prêter serment et surtout de ne pas rentrer dans le jeu de l'extrême droite. Les 150 députés de la Chambre, dont plusieurs nouvelles têtes, ont donc pu prêter serment dans le calme. Aucun incident à signaler à part l'élu PTB bruxelloise Maria Vindevogel, rappelée à l'ordre pour avoir prêté serment dans une formule qui mêlait le français et le néerlandais. Au programme de la prochaine séance, la désignation d'un bureau et donc d'un président. Je jure d'observer la Constitution, ik zweer de grondwet na te leven. Voilà, alors Zoé Genot, s'il y avait eu l'élu Vlaams-Belang à Bruxelles, s'il avait été le doyen, qu'est-ce qui se serait passé au Parlement bruxellois? Un peu du chronique. Mais heureusement, déjà, la situation est très différente parce que à Bruxelles, les électeurs n'ont pas élu plein de députés d'extrême droite. On en a un seul. Être donc, soit le doyen, soit un des Benjamins. Je pense que ce qui se passe à la Chambre, c'est le problème de devoir prêter serment dans les mains
d'un député facho, qui est totalement inacceptable, mais c'est aussi l'électrochoc de se voir confronté à ce gigantesque groupe d'élus fachos qui sont dans le Parlement. Et là, fatalement, pour tous les démocrates, c'est un peu la catastrophe. Et je pense que, en fait, le travail ne fait malheureusement que commencer. Là, M. De Waal a très habilement géré la situation. Et il faut savoir que sur ce genre de questions, M. De Waal a toujours été excessivement droit, rigoureux et intraitable. Je me rappelle qu'une fois, je l'avais interrogé en tant que ministre de l'Intérieur sur une espèce de ligne de délation puante que le Vlaams Belang faisait à Anvers pour encourager les gens à dénoncer les sans-papiers et autres. Et il avait été totalement catégorique en disant qu'il mettrait tout en œuvre pour empêcher ce genre de ligne de triste mémoire. Il a toujours été rigoureux sur ce genre de choses. Il dresse vraiment une ligne rouge. De la même manière, le VLD a quand même été très clair en disant que pour eux, il n'y aurait pas de négociation avec ce parti. Et ça, je pense que c'est vraiment important. Il ferait un bon président de la Chambre il y a une majorité pour le soutenir. En tout cas, sur ce genre de choses, c'est vraiment un personnage très rigoureux et ça, je trouve ça important. Alors, Mickaël Vossa, peut-être vous allez répondre à ma question. Si ça s'était passé au Parlement bruxellois, c'est-à-dire un doyen ou un Benjamin ou une Benjamine, comment vous auriez réagi, vous ? Moi, personnellement, j'aurais franchement dit déjà ma désapprobation parce que c'est évident que les valeurs que prône le Vlaams Belang, on les partage aucunement. Mais c'est clair qu'à Bruxelles, on aurait eu la même réaction. On aurait eu un président ou une présidente qui aurait agi avec ingéniosité, avec sagesse, parce qu'on demande ça aussi, pour justement ne pas devoir prêter serment face à un élu du Vlaams Belang. Parce qu'il y a toujours des possibilités, comme l'a fait M. De Waal, de siéger au niveau de son banc et pas d'aller à la tribune directement. Donc moi je salue ce qu'a fait M. De Waal. Par contre, c'est évident que ce qui est le plus interpellant au final, c'est la montée du Vlaams Belang en Flandre, pas à Bruxelles, heureusement, fort heureusement. Et c'est surtout cette fracture, il y en a deux. Il y a la fracture entre, d'une part, la fracture sociale, parce qu'on sait très bien qu'il y a beaucoup d'électeurs du Vlaams Belang qui ne sont pas forcément des électeurs qui ont un niveau de revenu élevé. Et d'autre part, c'est la différence entre le niveau rural et le niveau urbain. Il y a beaucoup de communes qui ont voté Vlaams Belang au niveau rural. Et alors, c'est derrière tout cela, ce vote Vlaams Belang, il y a aussi, c'est une analyse que moi je peux faire, mais peut-être que j'ai pu prendre connaissance ailleurs, c'est le manque de confiance envers le politique, c'est une forme de vote sanction. Alors il y a le vote vers des extrêmes et ça en fait partie. Donc c'est à nous sanctionner la NVA. C'est à nous, et je vais vous donner un exemple. La NVA a vraiment fait le lit du Vlaams Belang. Quand elle est sortie du gouvernement sur ce pacte migratoire, elle a voulu la jouer Vlaams Belang, eh bien les gens ont voté pour l'original et pas la copie. Vous croyez que s'ils étaient restés dans le gouvernement en signant Marrakech, il y aurait eu moins d'élus Vlaams Belang? En tous les cas, ils ont remis en avant, ils ont remis en selle le Vlaams Belang, ils ont couru après cette question identitaire que je déplore, et donc voilà, je pense que maintenant, voilà, les deux peut-être vont mieux encore s'entendre, notamment en Flandre, pour faire un gouvernement. On verra. Hamza Belakbir. Moi, je trouve, pour aller dans le sens de ce qui a été dit, en effet, Patrick De Waal a trouvé une belle ingéniosité, mais il faut rappeler qu'en fait, l'ingéniosité a été initiée par la décision de Zakia Katabi, présidente d'Ecolo, pour dire, en fait, moi, je ne prêterai pas serment devant un élu facho. Donc, il fallait trouver une solution. Non, il fallait trouver une solution, mais il fallait en fait... Moi, je ne pense pas, malheureusement, je ne suis pas sûr que si elle n'avait pas tiré la sonnette d'alarme, qu'il y aurait eu tout le ramdam et que Patrick De Waal aurait été obligé de trouver une solution. Là, j'ai dit, je ne suis pas sûr. Là où Hamza Belakbir a sans doute raison, c'est qu'au Parlement flamand, il ne s'est pas passé grand-chose, à part une phrase de la présidente de Groen. Sinon, ça s'est passé très calmement. Alors que là, il y avait 2 élus Vlaams Belang dans le bureau. Sylvie Losberg. Pour revenir sur le coup de pouce qu'a donné Zakia Katabi, c'est vrai que ça a fait tâche. On s'est dit, bon, et si les députés ne prêtent pas serment, qu'est-ce qu'on fait? Maintenant, il faut savoir que dans l'histoire de Patrick De Waal, son grand-oncle a été déporté, que c'est une famille qui est historiquement antifasciste et qui l'a prouvé à de nombreuses reprises, qu'à l'Open VLD, Gwendoline Rutten, De Croo ont fait exactement aussi des pas
très clair pour dire non, on n'ira pas et on ne veut pas cautionner le Vlaams Belang. Maintenant, je pense que sur l'analyse qui a été faite par rapport à quels sont les électeurs du Vlaams Belang, qu'est-ce que ça dit de la société, la défiance à l'égard du politique, la NVA avec les vases communicants, il faut vraiment prendre le temps de faire une analyse très fine de ce qui s'est passé. Parce qu'on parle aussi du fait que oui, c'est en Flandre et c'est pas en Wallonie. Moi, je crains vraiment que si on avait un personnage du type de ce Dries Langenhove ou Van Grieken propre sur lui en Wallonie, on aurait aussi une extrême droite qui pourrait s'accrocher à ça. Donc je crois qu'il y a vraiment un travail à faire et on est en train de le faire avec les femmes flamandes et les femmes francophones, politiques et société civile, les femmes contre l'extrême droite, et on commence à travailler dès la semaine prochaine. Alors, on va passer à présent à nos têtes d'affiche. Je vais vous proposer à tous les deux des galeries de portraits, 4 personnes qui ont fait l'actualité. Vous allez en choisir une. Et vous direz ce que vous en pensez, en bien ou en mal. On commence par vous, Zoé Genot. Qui choisissez-vous entre Remco Evenepoel, vainqueur du Tour de Belgique, grand espoir du cyclisme, Salima Belabas, nouvelle présentatrice de RTL, ensevelie de commentaires racistes, Joe Dekmin, créateur du 140, honoré par sa commune Schaerbeek, ou Diana Nikolic, députée wallonne qui a prêté serment en langage des signes. Ça, c'était au Parlement de la Fédération Wallonie-Bruxelles. Alors, Remco, Salima, Joe ou Diana, qui choisissez-vous ? Je vais choisir Salima, la nouvelle présentatrice d'RTL, qui a été littéralement submergée par les messages racistes, parce que je pense que Madame Losberg pointait le fait que les pulsions racistes ne se concrétisent pas dans des votes au niveau de la communauté française, mais par contre, ils sont terriblement présents sur les forums, des multiples réseaux sociaux et autres, et sur le terrain, sur les marchés, quand on discute avec les gens, on sent vraiment ce phénomène. Il y a un phénomène de peur, un phénomène de rejet, un phénomène vraiment de eux et nous, de plus en plus présent. Et là, on le voit. Parce que des fois on me dit oui, mais je veux dire, on en veut à telle personne pour telle et telle raison. Ce sont en général des raisons complètement déconnectées de la réalité. Mais là, même c'est les gens qui sont dans ce genre de théorie, qu'est-ce qu'ils peuvent reprocher à cette dame journaliste qui vient gentiment présenter l'actualité et faire son boulot? La seule chose qu'ils lui reprochent, c'est ce qu'elle est. Et donc là, on a un véritable problème. Quand il y a des gens qui envoient des messages de haine à quelqu'un pour ce qu'il est, toutes les limites sont dépassées. Alors, rien à voir, mais absolument rien à voir, Zoé Genot. Parce qu'on ne s'est pas vu depuis les élections. Et aujourd'hui, vous n'êtes plus chef de groupe écolo. Est-ce qu'il y a une sanction après votre tract retiré par Écolo ? Très clairement, donc, le chef de groupe actuel, c'est Alain Marron, qui était notre tête de liste et qui a porté avec brio le projet Écolo. Mais c'est clair que dans Écolo, on pâtit clairement du fait de ce tract. Moi-même, quand je me suis rendu compte des conséquences qu'avait ce tract, c'est-à-dire dans les faits, ça fait reculer Écolo et ça fait reculer, je pense, aussi le combat que je voulais mener. Vous l'avez regretté ? Clairement, je l'ai regretté. Par contre, je pense aussi que toute une série de gens s'en sont servis de manière à amplifier le phénomène. Parce que rappelons qu'est-ce qu'il y avait sur ce tract. C'était un copier. Si, vous venez sur le sujet. C'était un copier-coller des questions de la libre Belgique. Mais bon, voilà. Pas tout. Alors, Michael Vossart, à vous, à présent, je vous propose Marta, brillante attaquante du Brésil en Coupe du Monde féminine de foot. Simon Davis, le nouvel entraîneur d'Anderlecht aux côtés de Vincent Kompany, je sais que vous aimez Anderlecht, Plastic Bertrand, auquel Metallica a rendu hommage au roi Baudouin en chantant sa plainte pour moi, ou Mahfoud Ramdani, l'ancien député bruxellois décédé le week-end dernier. Martha, Simon, Plastic ou Mahfoud? C'était une blague quand j'ai dit que Michael Vossart aime le Anderlecht, c'est évidemment un supporter du REDF. Alors, non, mais on peut supporter tous les clubs bruxellois. Bien sûr. Donc, qu'est-ce que vous choisissez? Mais je reste un supporter du REDF. Non, mais Martha, parce qu'on parlait des femmes, et je pense que voilà, le football féminin est attention, on ne peut plus dire le football féminin. Oui, parce que le foot, il est à la fois masculin et féminin. Oui, mais le football... Il y a des femmes qui jouent au foot. Mais pas encore assez compris et je dirais intégré dans les processus de formation pour les coachs,
au sein même de la fédération, etc. Donc il y a vraiment un travail qui est mené. Et je pense que des événements comme celui de la Coupe du Monde met en avant les femmes, les talents. Et donc c'est pour ça que je choisis modestement Martha. Alors, 5 infos pour tous les deux, dont on a parlé cette semaine. Vous allez choisir une de ces infos, soit la période des examens, ça c'est vraiment la période, tout le monde en a souffert, ou en souffre encore. Facebook qui va lancer Libra, une monnaie. Le Parti populaire qui se saborde, les prostituées pour ralentir la circulation, ça c'était une agence de pub qui l'a proposé, ou une famille ouïghour livrée à la police chinoise. Zoé Genot, je vous propose de choisir une de ces infos qui vous a intéressé, ravi ou énervé. La famille ouïghour qui a été livrée par l'État belge à la police chinoise. Quoi. Franchement, on sait que la situation dans cette zone de la Chine est vraiment très, très, très tendue. On a donc le papa qui a réussi à accéder à la Belgique, qui a obtenu la protection parce qu'on a considéré qu'il était gravement en danger. Donc il est reconnu réfugié et donc il essaye de faire venir sa femme et ses 4 enfants. On sait que les Ouïghours n'ont pas le droit de se déplacer normalement en Chine. Donc l'ambassade belge les oblige à faire plus d'1 millier de kilomètres pour se rendre dans la capitale. Les oblige à loger à l'hôtel alors qu'ils ne sont pas censés le faire, etc. Ils les oblige à faire des examens médicaux à des endroits où ils ne devraient pas aller, etc. Les mettant déjà gravement en danger. Et puis, on leur dit, voilà, vous n'avez qu'à retourner dans l'autre sens, il n'y a pas de problème, on vous appellera plus tard. Alors que quelques heures après, il faut savoir que les visas ont été délivrés. Mais entre-temps, la famille avait été livrée à la police et elle a disparu. Donc il n'y a plus de contact entre le père et sa famille et ses enfants depuis. Donc on a vraiment une responsabilité, connaissant parfaitement la situation, connaissant le danger, puisque ce monsieur a obtenu l'asile parce que son frère a lui-même disparu. On ne peut pas se permettre d'être complice de ce genre d'attitude. Michael Vossart, qu'est-ce que vous choisissez comme info? Une autre, pas la même. Non, mais là, on va dire que la période des examens, c'est une période, je ne vais pas dire pour moi qui me ravit parce que j'ai plus vraiment, j'ai plus cette occasion, mais je l'ai eu. Non, mais quand vos enfants seront plus âgés, vous allez le vivre, vous savez. C'est une autre manière. Manière de le vivre. Non, mais je sais que d'autres personnes partagent ça ici sur le plateau. C'était évidemment une période pour tous nos étudiants, pour tous nos élèves qui est parfois pas facile à gérer, à appréhender, mais il y a souvent des belles réussites et de belles satisfactions, donc une belle pensée pour tous ceux qui... Ça vous ravit ou ça vous énerve un peu les deux. Ça me ravit parce qu'ils vont réussir. Voilà. Mais non, et puis il ne faut pas oublier les parents et les profs, parce qu'eux aussi ils en souffrent. Alors, les accidents, eux, se multiplient, les chauffeurs et les chauffards sont mis à l'amende. On envisage de saisir leur voiture. En attendant, on favorise les heures de formation pour changer les comportements de ces chauffards. Reportage à l'occasion d'une formation, Arnaud Bruckner, Katharina Le Thor et Marjorie Fellinger. Les grands axes, on va rouler à combien alors ? À 50, effectivement. Comme Daniel, tous les participants à la formation ont été condamnés pour conduite en état d'ivresse. Mais à la place d'une amende, ils ont opté pour des cours de sensibilisation. Effectivement, je suis content de l'avoir fait parce que ça m'a apporté quelque chose. Ça a permis d'avoir une certaine prise de conscience et d'avoir un point de vue différent sur surtout les conséquences et ce genre de choses-là. 20 heures de formation réparties sur 3 ou 4 jours. On y revoit les bases. Oui, la légende du un verre d'alcool, un verre d'eau, un verre d'alcool, un verre d'eau, ça ne change pas grand-chose parce que l'alcool n'est pas dilué avec l'eau. Donc voilà, ça c'est une légende qui ne marche pas. Et on insiste sur les dangers de l'alcool. Au cours de l'information, ils ont appris à identifier ses effets. Ils se sont rendus compte que leur jugement était altéré, que leurs décisions étaient de toute façon mauvaises dans le cas où ils avaient consommé de l'alcool. Et donc là, ils ont cherché des solutions dans leur réalité pour savoir comment ils vont mettre des choses en place pour pouvoir rentrer sains et saufs. Résultat de ces formations, 40% de récidives en moins. Pourtant, ces cours ne sont pas au goût de tout le monde. Quand on entend parfois des faits graves et que l'on sait que la personne a été condamnée à seulement, entre guillemets, des heures de formation, des heures de sensibilisation, ça peut paraître peu. Mais l'objectif, c'est vraiment de faire en sorte qu'ils ne récidivent pas. Rappel de la législation, discussion autour des effets de l'alcool et expériences personnelles. Si ces formations sont purement théoriques, il reste encore aux participants à les mettre en pratique sur la route.
Alors, la problématique des chauffeurs, on en parle beaucoup à Schaerbeek, Zoé Genot, dans une commune toute voisine. Il y a aussi certainement des problèmes dans les autres communes bruxelloises. Et souvent, on pense à ces formations. C'est une bonne solution, d'après vous? C'est une bonne solution parmi d'autres. Mais c'est vrai qu'on en est au point où moi, je suis là à insister chaque matin auprès de ma fille en lui disant « Fais attention, même quand tu traverses, même au vert, vérifie. » Parce que vous traversez au vert et une voiture passe tellement les gens sont nerveux et excités. Il faut vraiment se rendre compte de la situation. On est face à de la délinquance routière et de plus en plus généralisée. Je viens ici, un monsieur qui est en train de téléphoner « Allô, allô, tu m'entends ?» qui me coupe la route sur un passage piéton. Ça va pas, ça va pas. Il faut vraiment maintenant, je pense qu'on mette une attention particulière avec des sanctions, avec des aménagements qui permettent d'adopter la meilleure visibilité. On a commencé à le faire, quand vous voyez que maintenant c'est très difficile de se garer sur les coins parce qu'on a élargi les trottoirs. Ça fait que les gens ont une meilleure visibilité quand ils tournent. Mais quand on voit qu'il y a des gens qui continuent à se garer sur les passages piétons, ça arrive régulièrement dans ma commune, qui se garent sur les trottoirs et qui obligent les gens à passer par la route, qui foncent comme des dingues, etc. On ne peut pas laisser passer. Et sans compter les trottinettes et les vélos sur les trottoirs, Michael Vossart. Oui, j'allais en parler également. C'est vrai que le reportage parle plutôt de l'alcool au volant. Et donc là, bien sûr qu'il faut sensibiliser au mieux, parce que c'est la meilleure des préventions. Ensuite, c'est clairement les aménagements qu'on peut faire. Ici, au niveau de Bruxelles, il ne faut pas non plus négliger cette congestion automobile, cette pression. Et donc, il y a des comportements d'automobilistes exaspérés, nerveux, de par les embouteillages. Alors, je ne vais pas excuser les excès de vitesse et tout ça, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'il y a un contexte dans lequel, aujourd'hui, Bruxelles vit, Bruxelles se déplace, et il y a un gros problème, on le sait tous, il y a cette question des aménagements. Donc, oui, mais on peut être d'accord sur les automobilistes, c'est très clair, ce que vous dites, la pression, le stress. Alors pourquoi une trottinette roule sur le trottoir? Ça n'a rien à voir. Par contre, ce que je voulais vous dire, c'est qu'il y a quand même deux éléments intéressants. C'est d'abord cette généralisation de la vitesse à 30 à l'heure, qui est une bonne mesure, parce que quand on voit en moyenne un automobiliste roule à 30 à l'heure, avec le nombre d'arrêts, etc., ensuite, c'est effectivement ces nouveaux modes de déplacement, comme la trottinette qui arrive comme ça. Alors, je vais vous avouer que dans un premier temps, moi, ma première réaction, c'est de me dire, franchement, on aurait dû déjà légiférer avec les espaces prévus, et ensuite ce marché aurait pu se lancer. On n'arrive déjà pas à légiférer sur les taxis. Vous pensez bien que ça va prendre du temps. Sauf qu'aussi au niveau du privé, les choses ont avancé plus rapidement. Et donc maintenant, la solution, c'est qu'on légifère au plus vite. Parce qu'il y a quand même des risques pour la sécurité routière, pour les usagers faibles, comme les personnes qui sont sur ces trottinettes, mais aussi pour l'ensemble des usagers de la route. Très vite, c'était il y a quelques mois, finalement, ces engins, l'ordonnance, elle est passée, elle est entrée en vigueur. Maintenant, c'est vrai que c'est des arrêtés, on ne va pas mettre dans une ordonnance qu'on ne peut pas se garer à tel ou tel endroit. Oui, il y a quand même tous les éléments ne sont pas mis en place, en fait. Et maintenant, il n'y a pas de gouvernement, donc il n'y a rien qui se passe au niveau de Bruxelles. Il y a toutes les consultations avec les communes pour le contenu de ces arrêtés sur les zones. Au niveau des communes, effectivement, les choses peuvent se faire. Il ne faut pas oublier le plan Good Move, qui permet aussi, c'est toute la consultation autour de la mobilité, la nouvelle mobilité. Ça fait partie du... Et pour contrer la délinquance automobile, il faudrait moins d'autos et plus de métro nord. Il faudrait, en tout cas, il faut certainement moins d'autos, mais il faut aussi voir à quoi on affecte nos forces policières. Quand je vois que le ministre Jean-Yann Bonne, c'était quoi sa priorité en matière de police? C'était demander à la police routière de courir derrière les transmigrants. Eh bien, vous m'excuserez, mais les transmigrants n'ont jamais tué personne, tandis que la délinquance routière tue énormément de gens sur les routes tous les jours. Mais les enquêtes de sécurité dans les quartiers que les zones font régulièrement ont toujours montré, et depuis des années maintenant, en effet, que le souci principal des gens, c'est pas la sécurité au sens agression de ça, c'est vraiment la sécurité routière, c'est les rodéos, c'est les doubles fils. Or, c'est très difficile dans certaines zones de mettre le curseur là-dessus. Ça évolue. Donc il y a ce policier star, mais je sais pas si vous voyez ce policier un peu star des cyclistes, David Stevens à Bruxelles, qui va maintenant dans les zones formées, et il dit voilà, ça évolue petit à petit. Avant, c'était difficile de mettre des PV pour certaines choses. Tu vas quand même pas embêter un automobiliste qui a fait ça. Maintenant, c'est bon, il le fait. Il poste même des rues entières où il a mis des PV sur des groupes alerte, radar, tout ça, où c'est beaucoup d'automobilistes. Et il explique, et il fait de la pédagogie, et il a la carte blanche pour ça, et donc maintenant il va dans d'autres zones. Mais ce qui est intéressant, et ça rejoint ce qu'on a entendu là, c'est que, et aussi le reportage qu'on a vu, où des gens se font pincer, ils vont en formation, mais lui il le dit, on peut mettre tous les flashs qu'on veut dans une rue, on peut en mettre 50, c'est les infrastructures.
Et c'est comme ça, et ça se retrouve dans les chiffres de VIAS aussi. Une zone 30, elle n'est pas respectée à 90% s'il n'y a pas les infrastructures qui vont avec. Donc il faut des coussins berlinois. Donc c'est ça. Et donc le plan Good Move, zone 30 généralisée, très bien. S'il n'y a pas les aménagements ad hoc, ça ne marchera pas. On le sait maintenant, et c'est là où on voit que... Métro, hein. Non, mais je crois qu'elle ne veut pas répondre. Alors, désolé Pauline, on va passer à notre sujet suivant, les pompiers. Là, vous aurez aussi l'occasion de vous exciter peut-être, parce qu'ils sont furieux. Le système de primes est remis en question. Ils ont vu rouge cette semaine. Ils ont multiplié les actions surprises. Ils ont même bloqué Bruxelles mercredi. Image de Nicolas Francom et récit de Sabine Ringelblem. Il est près de 11h ce matin. Porte de Namur, des pompiers mettent le feu à des palettes et des poubelles avant de sortir leurs extincteurs. Ils sont un peu plus de 200 selon la police. Une manifestation spontanée pour protester contre la suppression des primes dans le système de rémunération des équipes spéciales du service incendie. Rapidement, plusieurs tunnels sont fermés. La circulation sur la petite ceinture devient chaotique. D'autant que les hommes du feu en colère se dirigent ensuite vers Malbec, Schumann, Madou, avant de rejoindre vers 13h le cabinet de Cécile Jodogne, la secrétaire d'État chargée du SIAMU, pour manifester une fois encore leur mécontentement. Une réunion y est en cours avec les représentants syndicaux des pompiers. La façade du bâtiment est copieusement arrosée. Devant, la place Saint-Lazare est également la cible de pétards et de fumigènes. En début d'après-midi, la situation retrouve son calme. Les tunnels sont rouverts à la circulation. Pauline de Glum, vous vouliez réagir à ces actions des pompiers? Oui, mais c'est peut-être pas une opinion très populaire, mais je trouve que les pompiers exagèrent. Et qu'ils exagèrent depuis longtemps. Mais c'est sur les moyens, en fait, de manifester. Donc là, pour remettre juste un peu le contexte, c'est vrai qu'il y a une histoire de prix, mais bon, là, la région se retrouve quand même avec des montants à PLOSS assez incroyables. Donc à un moment, il faut revoir les choses. C'est les Bruxellois qui paieront, encore arrêté. Oui, c'est pas encore arrêté. Et on a une manif là. Mais est-ce que vous voyez un autre corps de métier où ça ne ferait pas de bruit, un truc comme ça? Bloquer les tunnels, casser des choses. Et ça a toujours été comme ça. Et les pompiers de Bruxelles, comme sans doute d'autres pompiers ailleurs, jouissent de forte popularité. Ils sont vus comme des héros, et à raison. Mais après, ça ne tolère pas tous les comportements non plus. Je trouve qu'ils profitent de ce statut-là. Et il y a des années déjà, je ne sais pas si vous vous souvenez, ils avaient une dent contre leur directrice générale, Chantal Jordan. Ils avaient brûlé son effigie géante dans la rue. Donc c'est pas neuf. Il y a vraiment souvent eu ce type d'excès. Et en fait, ça me dérange, parce que même s'il y a raison, ils ont ce statut de héros, il ne faut pas en jouer. Et c'est vrai, on voit personne, la population ne va pas réentendre les habituels. On a été pris en otage. Hamza Belakbi. Sans surprise aucune, je n'irai pas dans le sens de ce que dit Pauline de Glum. Je manifeste tout mon soutien pour les pompiers qui se plaignent quand des conditions de travail et des diminutions de primes, ce qui fait que... Il n'y a pas encore de diminution. Mais justement, c'est annoncé, donc il ne faut pas... C'est là où se passe la lutte potentiellement entre les employés et les employés. C'est pas aussi simple. Ce qui fait que pour moi, ce qui est en fait le résultat en fait, d'une potentielle politique d'austérité, on peut essayer de lier ça dans un cadre macro. En fait, c'est pas nouveau que les pompiers se plaignent. Hein. Ah oui, non, mais bien évidemment, mais c'est normal que les travailleurs se plaignent. Ce qui m'amène à ma dernière question, que moi je serais intéressé, je lis ça avec la question des blouses blancs, c'est une compétence aussi bruxelloise, comment la majorité future PS Écolo des filles progressistes va gérer les revendications des travailleurs qui sont dans leurs agendas respectifs. Michael Vossard, puisque c'est Cécile Jodogne qui s'occupe des pompiers, et que les pompiers promettent un été chaud. Donc il va quand même falloir trouver une solution, même avant qu'il y ait un gouvernement. Mais je dirais comme Cécile Jodogne, il faut de la sérénité, il faut du calme. Oui, ça c'est mal barré. Hein. Parce que clairement, déjà il faut faire attention dans ce qu'on dit. Parce qu'il y a des choses qui sont fausses. Effectivement, on n'est pas en train aujourd'hui de diminuer une prime où il y a vraiment aujourd'hui une réflexion qui a été menée et qui a envie d'être poursuivie avec les partenaires sociaux, les syndicats. Ce qui est la logique de travail qui a toujours été établie par Cécile Jodogne dès son arrivée dans ses fonctions. Puisque je rappelle qu'elle a quand même mené une réforme du SIAMU importante, qui était nécessaire, qui a pris du temps et qui a mené à
une augmentation, notamment, on sait très bien que les conditions matérielles ne sont pas encore optimales et qu'il y a un plan d'investissement qui a été lancé. Il y a une augmentation d'engagement au niveau du personnel. Mais clairement, c'est clairement pas les syndicats, c'est la base. Les syndicats sont amenés, puisque ce sont eux les personnes qui sont amenées à négocier, discuter. Et donc, le cabinet de Cécile Jodogne est en concertation avec eux. Ils ont décidé de quitter la table de négociation, ce que nous regrettons. Par contre, il n'y a pas de décision aujourd'hui. Nous balisons, nous mettons sur la table des hypothèses concertées. Ça, c'est important. Quand on parlait de concertation avec la société civile, ici, on se tourne vers, et bien sûr, des acteurs importants à Bruxelles, des héros véritablement, qu'on respecte. On peut aussi comprendre qu'ils aient envie de manifester, ils ont ce droit également. Mais en même temps, il faut qu'on puisse aboutir à des solutions, parce que ce qui est tombé sur la tête ici du CIAMU, c'est 30 millions d'euros. Suite à un différent niveau de l'ONSS. Mais ce sont des éléments factuels. Ce sont des éléments factuels. Donc ça ne vient pas comme ça du jour au lendemain, mais en même temps, on doit trouver des solutions. De toute façon, ça n'aura pas d'impact. Avec le corps des comptes. Le but, c'est de ne pas avoir d'impact, bien sûr, et que ce soit concerté avec les partenaires. Zoé Genot, est-ce que vous pouvez répondre à la question d'Amzabel Agbir sur qu'est-ce qu'il y a moyen de faire pour ce genre de corps de métier? Qu'est-ce que la nouvelle majorité va faire? Mais donc, Amzabel Agbir pointait de manière précise les blouses blanches. Non, et les pompiers. Et les pompiers. Les pompiers, je ne sais pas ce que Cécile Jodogne a mis sur la table dans le cadre de la discussion avec eux. C'est clair qu'il faut trouver un nouvel équilibre, puisque le système de primes tel qu'il existe à l'heure actuelle est illégal. Donc il faut un nouveau système de primes, et c'est ce qui est en train d'être discuté. Il faut négocier, ce que vous dites aussi. Des contacts qu'on a eus, manifestement, certains syndicats considèrent qu'ils sont encore en discussion, d'autres disent ben voilà, ce qui est sur la table ne convient pas. Manifestement, la discussion n'est pas rompue et continue. Je comprends qu'ils ont voulu mettre un coup de pression en disant et là, ne touchez pas à nos acquis sociaux, mais la discussion est en cours. Je pense qu'il y a un véritable défi par rapport aussi aux blouses blanches. Donc, on parlait tout à l'heure de est-ce qu'à Bruxelles vous rencontrez la société civile? Ben, pas plus tard que mardi. On s'est mis autour de la table avec une série de représentants des infirmières, que ce soit hôpitaux comme maisons de repos, pour discuter avec elles de la situation dans nos différentes institutions. Donc la région va refinancer les hôpitaux bruxellois. En tout cas, je pense que les problèmes sont doubles. Donc il y a des compétences régionales où nous allons devoir agir, et aussi un mode de financement où c'est le fédéral qui va devoir agir. Mais je veux dire, on n'a pas le choix. On est tous des patients potentiels. On a tout intérêt à avoir des infirmières en forme et capables de répondre aux besoins. Si on leur demande d'effectuer, je dirais, le double du travail d'il y a 10 ans, et bien forcément, il y a des erreurs et une incapacité de pouvoir répondre aux besoins des patients. Dernier sujet dont je voulais qu'on parle, c'est les retours de djihad. Il y a eu 6 orphelins qui sont revenus grâce à un accord entre la Belgique, le Kurdistan et l'Irak. Il y a maintenant d'autres qui attendent, des adultes, des femmes, des veuves, des djihadistes eux-mêmes. Qu'est-ce qu'il faudra faire d'eux? Zoé Genot, je commence par vous. Vous êtes toujours intéressé par la situation internationale. Là, ça nous touche directement. Qu'est-ce qu'il faut faire avec eux? Il y a surtout encore plusieurs dizaines d'enfants qui sont dans ces camps. Et on sait que ces enfants souffrent de malnutrition. Donc on doit continuer à les faire venir. Il y a déjà 2 enfants qui sont morts, 2 enfants belges qui sont morts dans ces camps suite à des maladies dues à leur mauvais état de santé. En Belgique, on a pour habitude de dire que les enfants ne doivent pas payer pour les fautes des parents. Il y a des gens qui ont collaboré, il y a des gens qui ont commis toute une série de crimes. On ne peut pas en tenir responsable les enfants. Et donc, la Belgique doit tout faire pour assurer l'intérêt supérieur de l'enfant. Monsieur Rendert lui-même le dit. Donc maintenant, il va falloir prendre des mesures. Et donc, ces enfants doivent se voir proposer une protection. Très clairement, ici, à l'heure actuelle, on a réussi à en amener 6. Oui. Il y en a encore plusieurs dizaines là-bas. On ne peut pas les laisser dans ces camps. Par rapport aux adultes, la situation est plus compliquée. Je dirais qu'il y a 2 situations. Il y a ceux qui sont dans des camps en Irak et il y a ceux qui sont dans des camps au Kurdistan. Ceux qui sont dans des camps en Irak, il y a une justice en Irak. Et donc là, on doit voir, est-ce que la justice a été mise et est-ce qu'ils purgent leur peine là-bas ou ici. Dans la situation syrienne, on est dans une situation beaucoup plus complexe, dans le sens où il n'y a pas de justice à l'heure actuelle qui peut être faite. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire, alors ? Et donc, ce que les Kurdes nous disent, c'est, écoutez, là, soit vous reprenez vos gars, soit à un moment, on va les lâcher dans la nature. Et donc, je pense qu'en termes de sécurité, eh bien, il faut qu'on puisse s'assurer que ces gens soient jugés et les gens purgent les peines pour ce qu'ils ont fait. Michael Vossard, de votre côté, vous, quelle est votre opinion par rapport à ces problématiques-là ? Mais il ne faut pas oublier le lien donc, avec ces enfants et leur maman.
qui est très important. Les mamans ont souvent, pendant la période de conflit, souvent ménagé l'enfant avec certaines stratégies dans les camps même pour les détourner de la réalité au final. Et donc, évidemment, nous, on ne veut pas faire payer un enfant ce que les parents auraient fait également, mais quand ils reviennent, il faut une prise en charge. Il y a ce que fait, par exemple, les communes et les régions dans ce cadre. On a les fonds FIPI au niveau de la COCOF, on a la possibilité avec les communes de... Donc on a les moyens de les accueillir. Quand je dis on a les moyens, on a l'expertise. On a des personnes qui, notamment dans des associations, qui peuvent aussi aider ces familles qui reviennent pour éviter, au final, que ces enfants aient une envie et peut-être deviennent de futurs candidats aux djihadistes. Donc pour les adultes, c'est le danger. Et pour les adultes? Eh bien, ce que je disais, c'est pour les mamans, Donc pour les mamans et les djihadistes eux-mêmes, les cas dont parlait Zoé Genot, ceux où il n'y a pas de juridiction qui fonctionne, par exemple. Donc là, on est clairement dans c'est une stratégie européenne qui doit être adoptée, et sans cela, on ne pourra pas trouver une solution. Sylvie Losberg. Oui, alors vous parlez des mamans, et c'est vrai que c'est une question qui traverse notre société belge. Ces femmes qui partent dans un pays en guerre, qui ont des enfants dans de telles conditions et qui demandent à revenir dans leur pays, en fait, la Belgique. Il y a un travail qui a été mené par une anthropologue à l'UCL sur les raisons qui ont permis à ces femmes de basculer. Et je pense que c'est un travail qui devrait être mené sur une beaucoup plus grande échelle avec des fonds publics. Malheureusement, pour l'instant, ce n'est pas le cas. Il faut s'interroger, pas seulement sur ce qu'on va faire maintenant, mais aussi sur les raisons qui ont permis finalement ce basculement. Bien sûr, tout à fait. Je pense qu'il faut être très, très, très inquiet, il faut être très vigilant en tout cas. Maintenant, c'est le moment des coups de cœur. Et Sylvie, on commence par vous, avec quelques images qu'on va nous montrer d'une exposition. Oui, ça une exposition au musée juif d'un artiste qui s'appelle Stéphane Mandelbaum. Alors, on le présente souvent comme juif gangster. Alors, il est un petit peu des deux, mais c'est d'abord un très très grand artiste. Et alors, je pense que c'est un bon plan pour Dries Van Langenhove d'aller voir l'expo. Après la caserne de ça ou avant? Alors ça, je sais pas, c'est un peu à votre choix. Mais, parce qu'on parle souvent de sa vie tragique, mais ce qui est très clair dans son œuvre, c'est vraiment un travail sur je dirais, la provocation. Il est très lucide. Il a commencé très très tôt, à 17 ans. Malheureusement, il est mort très jeune aussi dans des circonstances tragiques. Mais je voudrais suggérer à nos téléspectateurs d'aller voir cette exposition, pas seulement parce qu'il y a des magnifiques dessins d'une très grande pornographie, mais surtout parce qu'il dénonce. Mais ce qu'il dénonce, je pense que c'est à chacun d'aller le voir. Voilà, c'est au musée juif et c'est tous les jours sauf le lundi. Paul Grosjean. Alors moi, je prends pour prétexte le grand départ du Tour de France, n'est-ce pas, en disant qu'il se passe des choses à Bruxelles, et parlons aussi un peu de Bruxelles et du renouveau du centre-ville. On est en train de terminer les travaux du piétonnier, ça est en train de bouger. Enfin, il y a place de Brouckère notamment. Voilà, place de Brouckère, la rue Neuve, l'îlot Sacré qui vient d'être aussi remise à neuf, etc. Plus tous des projets d'initiatives privées, mais qui sont, à mon avis, très intéressants. Et donc moi, mon message, c'est de dire à tous les Bruxellois, vous devez vous réapproprier le centre de Bruxelles, et il n'y a pas que les touristes, les nafteurs et Émile Bruxelles, tout le monde peut venir dans le centre et ça vaut la peine. Les commerçants du centre me disaient la semaine dernière que les gens revenaient, donc les Bruxellois et les touristes, ça ce sont des bonnes nouvelles. Alors Pauline de Glum, vous voulez faire aller les Bruxellois à Tour et Taxi? Oui, là c'est pas très approprié, c'est juste s'approprier. Mais forcément, moi je travaille là-bas, donc je suis très content de voir qu'il y a le premier Tour et Taxi Summer Edition. Et donc c'est du jeudi au samedi, je pense. Oui. Ce sera tout l'été. Et donc c'est des restaurants qui sont là en pop-up comme Fernand Aube ou Humphrey. Il y a de la musique, il y a des ateliers en tout genre, du sport. Et c'est assez sympa. Et c'est là qu'on voit aussi que le site de Tour et Taxi, pour la partie qui est refaite, ça donne pas si mal, mais c'est vrai qu'il faut aller jusque-là, c'est encore un peu faut aller au-delà du canal. Enclavé tant qu'on n'a pas le tram. Oui. Alors vous, Hamza Belakbir, vous vouliez nous parler de cinéma. Oui, du Festival bruxellois du film international, c'est la 2e édition, et cette année c'est à l'honneur, c'est le réalisateur de The Artist et OC 117.
Donc, et c'est la 2e édition, il faudrait aller voir. Vous refusez de dire son nom parce qu'il est trop compliqué. Parce que je ne veux pas l'écorcher, je déteste écorcher les noms. Azavanicius, voilà, merci Jean-Jacques. Voilà. Mais donc il y aura beaucoup de choses à voir. Exactement. Donc n'hésitez pas à y aller. Alors c'est aussi dans le centre de Bruxelles. Et alors moi je voulais vous présenter d'un hors-série, le hors-série de Paris Match qui fête ses 70 ans avec toutes les couvertures qui permettent de se remémorer les grands événements des décennies passées. Et on voit que l'image garde toute sa puissance. On parle du choc des photos. Alors j'ai un autre magazine, ce premier numéro d'une nouvelle revue, ça s'appelle Tintin, c'est l'aventure. C'est une collaboration en fait entre Géo et Moulinsart. On croyait tout savoir sur Tintin, qu'il n'y avait rien de neuf à dire. Eh bien non, on en apprend encore. Et surtout, on en apprend pas mal sur la conquête spatiale. Et surtout, on y trouve aussi des éléments inédits, comme une BD d'Isler qui mêle David Bowie et Hergé. Donc Major Tom et l'aventure d'Hergé sur la Lune, et de Tintin plutôt sur la Lune, et un long entretien avec l'aventurier Antoine de Maximi, que moi j'adore. C'est lui qui fait « J'irai dormir chez vous », où il va dans les pays les plus reculés et il essaye d'aller dormir chez les gens. Alors, est-ce que vous avez un petit conseil de sortie pour ce dimanche, Zoé Genot, à l'occasion de la fête de la musique peut-être Non, pour être tout à fait honnête, moi j'avais envie de calme, et donc dimanche je projette une grande balade en forêt, ça va me faire un bien fou. Mais je crois que ça peut faire un bien fou à tout le monde, effectivement. Et vous, Michael Vossard? Moi, ce soir, il y a le match de ce soir du RWDM contre Anderlecht. Donc, je le conseille à tous les Bruxellois. J'espère que tout le monde a pris ça. Hélas, comme on ne le diffuse pas, on ne peut pas le diffuser sur BX1, il faudra avoir son ticket, sinon c'est difficile. Mais c'est effectivement un grand moment. Un bon rendez-vous. Alors, ce sera un gala sans Vincent Compagnie, hélas, mais avec le restant des... Peut-être que son papa sera là. Oui, certainement. Merci à tous, en tout cas, invités et chroniqueurs. Bon week-end, on se retrouve la semaine prochaine. Et lundi, je recevrai une néophyte, une députée fédérale, nouvelle députée fédérale, Séverine de Lavelay, pour l'interview. D'ici là, donc bon week-end à tous.